L'Afrique a peuplé l'Europe avant les Européens. Et les historiens le savent. Si on peut voir le premier document, parce que quand on a cherché à découvrir l'ancêtre des Européens, donc c'est au niveau de la Roumanie, on a trouvé un crâne qui est remonté à 40 000 ans. À partir de ce crâne, on a fait la reproduction, donc ce sont des spécialistes, un spécialiste qui a fait la reproduction pour voir un peu la morphologie faciale et l'aspect qu'aurait cet individu s'il serait devant nous. Voyant le document, vous allez commencer à comprendre quelque chose. Richard Nieve est artiste médico-légal. Sa spécialité est la reconstruction faciale et il collabore régulièrement avec la police criminelle. Je ne fais rien par hasard. Je dois pouvoir me présenter devant un jury et expliquer pourquoi j'ai choisi telle ou telle option. Il a travaillé sur un moulage du crâne roumain pour montrer à quoi ressemblaient nos ancêtres il y a 40 000 ans. J'ai fait la reconstruction dans les règles de l'art. Et voilà le résultat. Je ne sais jamais à l'avance ce que ça va donner. Je n'ai pas d'idée préconçue du visage final. C'est une surprise pour moi. Il faut écouter ce que disent les os. Je suis persuadé que si un parent ou un proche de cette personne voyait ma reconstruction, il dirait « Oui, ça lui ressemble ». On imagine bien ce visage en train de rire, de sourire ou de se mettre en colère il y a 40 000 ans. Voilà. Donc ça, c'est déjà la première approche pour le crâne donc de 40 000. Bon. Il faut savoir que l'Institut Max Planck en Allemagne a pris un crâne de 8 000 ans. C'est-à-dire, nous sommes là c'était la première migration africaine, nous passons à la deuxième. Et le paradoxe, c'est quand même assez saisissant. En prenant les substrats d'ADN au niveau du crâne, on découvre que le marqueur de la race noire de l'époque, donc, mais qui existe aujourd'hui, hein, vous allez en Mélanésie, Papouasie, Nouvelle-Guinée, les îles Salomon, les Noirs ont les yeux bleus. Et donc, avec la migration, les cheveux crépus ont commencé à devenir lisses, voire blonds. Donc, vous avez des Noirs blonds aux cheveux bleus, avec un faciès qui est déjà mi-chemin entre le noir et l'occidental, et pourtant les deux parents sont noirs. Donc, on voit que là, ça devient compliqué. Pourquoi? Parce que si on prend des critères physiologiques pour organiser le racisme, les marqueurs qui sont pris comme base sont africains. Prenons le document des Allemands. L'Allemagne est l'un des principaux musées européens pour l'archéologie. J'ai rendez-vous avec le professeur Johannes Krause. Il dirige l'Institut Max Planck, spécialisé dans l'histoire de l'humanité, et il est doué d'une faculté fascinante. Il sait lire l'histoire des migrations dans l'ADN. Assisté par une équipe d'archéogénéticiens, il a passé au peigne fin des milliers de fragments d'ADN des premiers Européens. Pour moi, ces deux crânes sont pratiquement identiques, mais vous me dites qu'ils ont des origines complètement différentes? Oui, ils proviennent d'époques différentes. Ils se ressemblent peut-être, mais ce crâne-là a plus de 8000 ans, et il appartenait à une femme d'une vingtaine d'années qui vivait de chasse et de cueillette. De ce côté, nous avons un crâne qui date de 7000 ans environ, qui appartenait à l'une des premières cultivatrices. Après avoir analysé l'ADN de ces individus, nous avons pu établir que ces populations distinctes l'étaient aussi par leur phénotype. La chasseuse-cueilleuse, par exemple, avait la peau foncée, mais elle avait les yeux bleus. C'est donc un phénotype que nous ne connaissons pas aujourd'hui en Europe. C'est-à-dire que sa couleur de peau était celle de la population actuelle d'Afrique subsaharienne, alors que ses yeux bleus étaient ceux de beaucoup d'Européens aujourd'hui. Quant à la cultivatrice, elle avait la peau relativement claire, avec des yeux foncés, bruns. Et comment savez-vous à quoi ressemblaient ces deux femmes?
Nous avons analysé l'ADN extrait de leurs ossements et reconstitué leur génome. Cela veut dire que ces crânes renferment encore du matériel génétique. Nous sommes spécialisés dans l'extraction à partir des ossements, l'analyse de l'ADN et son séquençage responsable du phénotype. Nous avons réussi à isoler un gène qu'environ 70% des Européens présentent aujourd'hui et que l'on retrouve notamment en Europe centrale. Ce gène est responsable du caractère « yeux bleus » que cette cultivatrice avait déjà il y a 8000 ans. Comment en sommes-nous arrivés à avoir la peau claire? S'agit-il aussi d'une mutation génétique? La peau claire est apparue en partie en Europe. C'est l'un des gènes que nous avons aujourd'hui en Europe. Un autre a probablement migré du Proche-Orient avec les premiers agriculteurs. Un jour, ils se sont métissés, c'est-à-dire qu'il y a eu un mélange génétique entre les premiers Européens et cette population venue d'Anatolie. La couleur de peau des hommes n'a ensuite cessé de s'éclaircir, sans doute parce qu'ils ont dû s'adapter à la vie en Europe, à savoir aux terres arables, avec une alimentation très pauvre en viande et en poisson, et aussi à la faible luminosité que l'on a en Europe. C'est lié au fait que quand je mange beaucoup de poissons et de viande, j'ingère de la vitamine D par mon mode d'alimentation. Mon corps peut aussi produire lui-même de la vitamine D, mais seulement par la lumière du soleil. Si j'ai la peau foncée, il y a moins de lumière qui traverse ma peau, et je produis donc moins de vitamine D. Si j'ai la peau claire, je suis mieux adapté à la vie en Europe et à sa faible luminosité, car plus de lumière peut traverser une peau claire, et je peux donc produire... Voilà, donc en fait, ce qu'il y a de très particulier ici, c'est que vous avez entendu, les premiers Européens, c'est des Noirs. Mais c'est ça que je veux dire. C'est clair et net. Je dis un bouquin, l'histoire africaine de l'Europe, c'est-à-dire que quand on regarde les matériaux, et ça c'est un nouveau matériau très intéressant, où on regarde les éléments liés à l'ADN, et on est bien obligé d'admettre que, bon. Mais la chose c'est, comment ça se fait que l'Européen fait mine de découvrir qu'il est un envahisseur d'un continent où c'était des Noirs qui vivaient? Puisque ses ancêtres ont toujours dit ça. Moi, quand j'ai écrit Pélagia, j'ai écrit sur la base des documents grecs. C'est vrai qu'il y a les tests ADN et compagnie, mais c'est surtout les Grecs qui racontent. Et puis les doyens des universités qui, ayant analysé les textes grecs, disent, mais mince, ce continent ne s'appelait pas Europe avant, il s'appelait Pélagia. Donc c'est important de comprendre ça. Mais la chose, c'est qu'il y a des difficultés à raconter l'histoire. Si on peut voir le document numéro 5, hein, pour continuer sur la lignée, on reviendra sur le 4 après, le document numéro 5, qui est un document que j'ai réalisé. La recherche l'a reconnu. L'Afrique est le continent mère de tous les hommes. Mais revenons sur la dernière étude faite sur la population, les origines de la population européenne. Le magazine Le Temps a consacré un article sur cette étude, dont le titre ici est « Les origines multiples des Européens ». La population européenne serait issue de 3 lignées ancestrales principales, d'après une nouvelle étude basée sur des analyses génétiques d'ossements anciens. Premier épisode de l'histoire de la population de l'Europe, il se joue il y a 45 000 à 40 000 ans, quand les premiers humains modernes, ou Homo sapiens, y débarquent en provenance d'Afrique. Deuxième grand acte de l'évolution humaine en Europe, l'arrivée, il y a 8000 ans, des premiers agriculteurs, donc originaires du croissant fertile. Et chose particulière, c'est que ces Africains de la région donc, du croissant fertile vont apporter avec eux des nouvelles techniques, dont notamment la culture, donc l'agriculture et l'élevage. Chose particulière, c'est que l'article termine en disant « Selon la théorie dominante, les Européens actuels seraient le résultat de cette rencontre, aucun autre mouvement majeur de population n'étant intervenu par la suite sur le continent. » C'est étrange, puisqu'on a parlé de 3 lignées ancestrales. Et là, on a eu la présentation que de 2 lignées. Il en manque une. Qu'est-ce qu'on cherche à cacher? Il faut savoir que les Européens, disent l'étude, sont nés à l'âge du bronze. Et qu'est-ce que nous pouvons rajouter? Effectivement, l'agence Science Presse revient sur l'étude en montrant que les vagues de migration sont celles-ci. La première vague, il y a 45 000 ans. La deuxième, il y a 8 000 ans. Et la dernière, il y a 4 500 ans. Sauf que, quand on regarde la problématique de l'âge du bronze, puisque vous avez ici l'article publié dans la revue Nature qui parle de l'âge du bronze, l'âge du bronze, c'est très étrange. Parce que quand on regarde la frise chronologique, effectivement, l'âge du bronze commence à moins 2000 ans de l'ère ancienne africaine et non pas à 4000. Et que dit l'étude? C'est important de le souligner. Les auteurs ont également recherché les variants génétiques assujettis à la sélection naturelle. Ainsi, le variant dont on a ici le numéro, associé à la couleur de peau, montre que l'allèle dérivé correspond à la peau claire, qui s'est généralisée pendant le néolithique. Donc c'est la bande bleue que vous avez ici.
les individus avaient tous la peau foncée au Mésolithique, la bande rouge que nous avons ici, alors qu'ils avaient tous la peau claire à l'âge du bronze. Donc, qu'est-ce que ça sous-entend? Tous les habitants de l'Europe étaient effectivement les Africains, donc des populations africaines avant la dernière migration donc de l'âge du bronze, qui est beaucoup plus récente que celle que nous avons aujourd'hui. Et l'étude a démontré que tous les Européens actuels descendent en fait de cette dernière migration à l'âge de bronze. CQFD. Voilà, donc qui fait que voilà la réalité, mais on voit que même l'article a du mal à traiter la chose. Donc en fait, la réalité, c'est qu'on falsifie des deux côtés. C'est-à-dire qu'on va falsifier du côté du monde africain, mais on va falsifier aussi du côté du monde européen. Donc le problème, c'est qu'après, c'est difficile d'arriver de dire que voilà, la version africaine est fausse, la version européenne est fausse. Parce que sur la base de la documentation, il faut une corrélation scientifique. Et la corrélation scientifique, on ne l'obtient pas parce que les gens s'écartent beaucoup trop de la science. Comme le temps passe vite, est-ce qu'on peut mettre le document numéro 6 ? C'est une conférence au Collège de France, réalisée par un historien chevronné. Regardez comment il parle d'Europe, cette fameuse femme africaine qui a donné son nom au continent européen. Écoutons ce que ce monsieur dit et après on va faire la zone d'explication. Document numéro 6. Qu'est-ce qu'est l'Europe ? Grande question. Aujourd'hui, nous la posons dans un contexte bien grave, mais elle est toujours valable parce que cette identité a changé depuis les débuts. Et par les débuts, j'entends ce mythe grec de la princesse africaine Europe qui est enlevée et emmenée dans un site où elle va fonder le continent que nous appelons Europe. Donc, j'adressais cette question un peu trop longuement dans ma conférence inaugurale, mais il me semblait important d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui. Et ce n'est pas le même sens que ce mythe avait pour les Grecs et pour les Européennes qui ont suivi les Grecs. Pour nous, aujourd'hui, quel sens peut-il avoir d'être sur un territoire, l'Europe, qui a été fondé par une femme enlevée, une femme violentée, une femme africaine, donc une immigrante, une réfugiée, nous allons voir qu'il y a tout un vocabulaire lié à cette conception. Ah, le plan travaillé depuis la base. Hein. Donc, vous voyez l'affaire. Bon, donc maintenant, la chose, vous voyez comment les gens, à force de falsifier, ils sont dans des problèmes. Donc, vous avez vu, je vous ai montré un document au départ où on vous dit que c'est une phénicienne. Et on part que Cadmos est phénicien, tout le monde est phénicien. Vous voyez, au Collège de France, il y a une intervention d'un spécialiste qui dit que c'est une femme africaine. Et que, alors, maintenant, il faut rentrer dans le fond de l'affaire. Lorsqu'un Européen dit qu'il est européen, c'est-à-dire quand un Blanc dit qu'il est européen, il se rattache à une femme africaine. Et c'est ça qu'ils essayent de cacher, c'est-à-dire c'est ça que les spécialistes essayent de cacher. Donc, moi, j'affronte tout le monde sur ce terrain, il n'y a aucun problème. Premièrement, tout ça remonte aux suppliantes d'Échille. Échille raconte que dans le Péloponnèse, donc en Grèce, le roi d'Argos, Inachos, a une fille qui s'appelle Io, mais qui était aussi une grande prêtresse. Et cette fille, il va y avoir plusieurs versions, donc, puisque Hérodote va en parler. Il y a une version très mythologique. Elle est enlevée par Zeus, qui tombe amoureux d'elle, et la femme Héra lui envoie un taon. Et finalement, elle est complètement exaspérée, elle quitte l'Europe et se retrouve en Égypte. Bon. Il y a la version des Perses qui disent que ce sont les Phéniciens qui ont enlevé Io lors de leur venue commerciale. Et il y a les Phéniciens qui disent non, effectivement, nous sommes venus pour faire du commerce. Elle est rentrée dans le bateau, mais elle a voulu rester avec les Phéniciens, puisqu'elle est tombée amoureuse du capitaine, et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée en Égypte.
Toujours est-il que, moi je suis parti sur la base que comme ces gens-là sont tous des blancs, arrivés en Égypte, donc Epaphros est blanc, mais il va épouser une femme noire, donc leur descendance sera métisse. Non mon cher ami, Échille, il dit, et le fils que tu mettras au monde Yo sera le noir Epaphos. Donc là, ça veut dire que Échille et tous les Grecs sont conscients que c'est une histoire de noir. D'accord? Puisque les Phéniciens, ce sont les Cananéens, c'est une façon d'appeler les Cananéens. Donc, résultat, c'est quoi? C'est que Argos fait partie des Pélages. Et les Pélages, ça vient de Pélagos, qui est, je dirais, l'éponyme des Pélages. Et on vous dit que Pélagos produisit la terre noire. C'est-à-dire que, comme lui, et les Grecs considéraient que l'intelligence humaine est née des Noirs qui vivaient en Europe. D'accord? Ce qu'ils appelaient la naissance de la race humaine. La naissance de la race humaine, moi je peux vous montrer les documents. Hein. Vous voyez, la naissance voilà, la terre noire enfanta Pélagos afin qu'il y eut une race humaine. Donc vous voyez qu'eux-mêmes sont considérés même pas encore comme civilisés. Et c'est au contact de ces noirs-là qu'ils vont accéder à la civilisation. Maintenant, donc ce noir Epaphos, qui descend de la tradition des peuples noirs, donc qui sont les premiers habitants de l'Europe. Vous avez vu le crâne, on va pas discuter de midi à 14h. Bon, l'affaire est réglée. Donc il est noir, il épouse une femme, ils vont avoir des enfants, et ces enfants vont rester en Égypte, puisque c'est une histoire qui se déroule sur la terre africaine, et il va y avoir Agénor, qui est son petit-fils, qui a épousé une femme du Nil, d'accord, qui va avoir Europe, avec Cadmos, entre autres. Alors pourquoi ces deux personnages-là sont importants? Ils sont importants parce que Agénor n'est pas phénicien. Agénor est né en Égypte. C'est ce que disent les archives grecques. Sauf que comme la région était sous protectorat de l'Égypte, donc il y a ce qu'on appelle un préfet, c'est-à-dire qu'on envoie quelqu'un qui va administrer le territoire. Donc Agénor administrait la Phénicie pour le compte de l'Égypte. D'accord? Bon. Mais prenons Cadmos, qui est le frère d'Europe. Cadmos qui a apporté l'écriture et qui a fondé une cité très importante en Europe. Regardez la discussion. Je suis à la Sorbonne et je demande aux gens de m'expliquer comment si Cadmos est phénicien, il y a 3 villes, Tyr, Sidon et Byblos, en Phénicie, qui sont les 3 cités principales. Cadmos, originaire de Phénicie, monte en Europe fonder une cité qu'il appelle Thèbes. Mais Thèbes, c'est la capitale de l'Égypte pharaonique. Or, Cadmos est né à Thèbes. Donc, comme il est né à Thèbes, il crée la réplique de la cité de sa naissance, là où il fonde sa nouvelle cité. Donc, autrement, il faut expliquer pourquoi un Phénicien crée une ville africaine. Donc, vous voyez que de toute façon, les gens qui font de l'escroquerie intellectuelle, ils sont morts dans cette affaire-là. Bon, 2. Il n'y a jamais eu de transmission des Phéniciens, donc de Cadmos, de l'écriture aux Grecs. Parce que les Grecs même disent que c'est aux Noirs qui vivaient là que les gens avaient l'habitude de transmettre des connaissances. Et les Noirs qui vivaient en Grèce transmettaient les connaissances, notamment au niveau de l'écrit, aux Noirs qui vivaient en Italie. Et c'est pour ça que je dis, il ne faut pas oublier, que les Noirs qui vivaient en Italie, c'est eux qui sont à l'origine de ce qu'on appelle le latin. Et que lorsque les Européens sont arrivés, alors on peut régler l'affaire très rapidement. Vous savez qu'on dit alpha, bêta, gamma au niveau de la Grèce, et au niveau de l'Italie, on dit ABC. Alors, vous voyez qu'il y a cette différence au niveau du G. Parce que les Noirs qui vivaient en Italie ont remplacé le G par le C. Et qu'est-ce que les Européens, donc qui arrivaient à l'époque, les envahisseurs, eh bien, ils ont adopté le C. Mais ceux qui sont restés en Grèce ont adopté le G. Donc vous voyez l'aspect, ils sont tributaires de la culture africaine à tous les niveaux. Donc du coup, maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'Europe n'a jamais été en Europe. Parce que les historiens grecs disent que Europe a été enlevée par les Crétois. Et ce sont les Crétois qui l'ont enlevée et qui l'ont emmenée en Crète. Et donc c'est pour ça que l'erreur commise par son frère qui est parti à sa recherche, donc ses frères, c'était d'aller la chercher en Europe en pensant qu'elle était en Europe alors qu'elle était en Crète. Et c'est parce qu'il ne l'a pas trouvé qu'il a fondé la cité de Thèbes. Mais il n'en demeure pas moins que l'histoire a été tellement marquante, ça a été un marqueur tellement fort pour le début de l'invasion des Caucasiens en Europe, que ne sachant pas quel nom donner
à ce territoire, eh ben, tout simplement, ils ont repris le nom que les autochtones ont dit, c'est-à-dire les pélages, et ils ont repris un nom nouveau qui est Europe, qui émane d'une histoire qui concernait les pélages et les Égyptiens déplacés en Phénicie. Donc, c'est-à-dire que soit on se dit un petit peu sérieux et on raconte une histoire sur la base de la documentation, de la science, de l'ADN et de tout ça, soit on fait de la facétie, et ça veut dire qu'on ment à la jeunesse européenne, mais aussi on ment à la jeunesse africaine. Donc, je pense qu'il faut, sur cette base-là, que tout le monde se rassure et tout le monde se calme. Un Européen, quand il dit « je suis Européen », c'est ça, d'avoir fait le racisme et d'avoir joué à la race supérieure. Quand tu dis « tu es Européen », tu reconnais descendre d'une tradition africaine qui t'a donné l'écriture, qui t'a donné l'architecture, qui t'a donné les sciences, qui t'a donné la royauté, puisqu'il ne faut pas oublier que les premiers Européens qui sont arrivés, les envahisseurs, ont dit que le peuple qui a porté l'intelligence dans leur histoire, c'est le peuple noir, les Pélagiens, donc les Pélages qui vivaient en Europe. C'est écrit noir sur blanc. On peut montrer. Et il y a beaucoup de doyens d'université qui ont fait des documents là-dessus et qui l'ont explicité. Donc voilà la réalité, c'est ça la vraie trame de l'histoire. Et je dirais que tout le reste n'est que facétie. Alors mythologie, n'est-ce pas? Voilà. Histoire inventée. Merci beaucoup, professeur. Merci. Bien sûr. C'est juste qu'il faut connaître notre histoire. On veut nous faire croire que notre histoire elle a commencé sur un négrier, on apprend à ramer en sueur. Non. L'Afrique a inspiré tout le monde. De Picasso aux grandes marques de luxe. Ils ont tout pris à l'Afrique. Tout, absolument tout. Tout l'argent vient d'Afrique. Tout l'oseille de l'Europe vient d'Afrique. Depuis l'aube des temps, depuis Hernán Cortés. Il faudrait juste qu'on puisse profiter un petit peu de notre argent. C'est tout.